Ça vient de loin, ça vient de l'enfance. Du fond de mon lit, à Villeurbanne, pas un endroit qui fait trop rêver, j'avais les livres de Curwood, les livres de Jack London, Fenimore Cooper. J'étais dans les plaines avec les derniers des Mohicans. Puis quand j'ai grandi, c'était l'Arctique, c'était Mallory, c'était Paul-Émile Victor. Voilà, ça a nourri mon enfance, mon adolescence, de rêves, de paysages, d'un ailleurs avec des chiens, de traîneaux, des tempêtes. C'était un univers extraordinaire. J'ai toujours pensé qu'il était bien de donner à voir ce qu'on était à nos clients. Et puis j'ai toujours pensé que c'était intéressant qu'il y ait un beau lieu bien décoré. Alors au début, j'avais des régules de football, les photographies anciennes de foot, c'était ma passion. Puis quand j'ai eu quelques objets, en 2000 on a pu occuper ces locaux qui étaient vastes, avec un ascenseur pour recevoir notre clientèle qui était clientèle de personnes handicapées. Donc c'était intéressant qu'on puisse créer un décor un peu muséal, et j'ai commencé à installer ces objets qui peu à peu ont pris leur place. Et mes associés l'ont accepté. Nous, qui travaillons beaucoup pour les victimes, on ne s'occupe que de victimes d'accidents de la circulation, d'accidents médicaux, d'attentats. C'est important qu'on présente un monde de gens qui ont pu aussi souffrir, qui sont toujours vivants. Et, le parallèle avec les Indiens était très fort. C'est des civilisations persécutées, mais toujours debout, qui existent encore. Et donc, ça nous donne à voir quelque chose qui appartient au passé, mais ça nous donne aussi beaucoup d'espoir. Donc moi, je pense que beaucoup de gens qui viennent sont contents de voir de belles choses, d'avoir des couleurs et des informations, mais au-delà, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a une certaine humanité qui se dégage de ces choses-là. Et d'empathie. Et d'empathie. On peut voir un tes Bien tout. sûr, bien Donc sûr. voilà, là on est dans tes locaux. Hein. Oui. Et on a l'impression d'être dans un musée quand même. C'est un compliment. Oui. Là, tu approches de la civilisation Apache, civilisation du Nouveau-Mexique, Arizona, Texas. Population passionnante. Oui. J'ai passé un été à rassembler ces objets, c'était il y a longtemps. Il y en avait encore, j'ai fait des rencontres formidables. Et oui, parce que j'imagine que au-delà des achats, tu rencontres Oui. aussi des gens, c'est une expérience. Toujours, expérience humaine, l'expérience du collectionneur, l'expérience de l'Indien qui va te parler de sa société. Au même titre que des clients, quand ils rencontrent un avocat, c'est une expérience, c'est une rencontre. C'est toujours une rencontre. Très bien, donc ça fait vraiment du sens de voir toutes ces œuvres au sein de ton cabinet. Et là, ben voilà, la salle de photocopieuse qui perd sa fonction primaire pour devenir un endroit géographique en voyage. Hein. Finalement, Ça aurait pu être une simple salle de photocopieuse. Il y avait quand même mieux à faire. Ouais. J'avais la chance d'avoir ces artefacts de la côte nord-ouest, c'est-à-dire du côté de Vancouver. Civilisation presque avec un design d'art moderne. Oui. Donc c'est la civilisation du cèdre. Si tu veux bien t'approcher, je te montre. Tu vois, ça c'est l'écorce de cèdre. Ça c'est là, c'est fait en écorce de cèdre. Toujours ces dessins particuliers. Ça c'est cette couverture Chilkat qui est fabriquée en laine de brebis dans cette région de Côte-Nord-Ouest. Et puis ça c'est un coffre en cèdre qui est plié et cousu, plié en 3 morceaux et cousu. C'est un bois très tendre. Alors, les dessins qu'on voit sont les dessins qui représentent le clan du corbeau au clan de l'aigle. C'est toujours 2 clans. C'est une société totalement disparue, presque totalement disparue, en partie assimilée, pour quelques-uns encore vivants, mais en grande partie disparue parce qu'en 1870, on peut considérer qu'avec les variole, les épidémies, etc., qui arrivaient dans ces maisons en bois où vivaient souvent 150 membres de la tribu, toute cette civilisation a été décimée. Et donc,
ces objets dispersés pour la plupart. Aujourd'hui, ça reste un paysage extraordinaire à découvrir. Au-dessus de Vancouver, je te conseille ce voyage. Je vais y aller. Et là, un magnifique poncho. Non, Kauai. Et tu as C'est une marque, Kauai. On peut mais pas dire Kauai est une marque, mais tu as compris que c'est ce qu'on appelle un anorak. Voilà. Alors c'est peut-être aussi un mot commun chez nous, mais c'était le mot inuit pour décrire ce type de vêtement qui te protégeait de la pluie, du grésil, et qui est fabriqué en intestin de phoque barbu ou de baleine, enfin d'animal, d'un mammifère marin important, avec des becs d'oiseaux, des plumes d'oiseaux, de peau de phoque, etc. Et c'est un objet qui est celui-là très rare. Il vient de l'île de Saint-Lawrence, qui se trouve pratiquement au nord de l'Alaska, pratiquement au niveau du détroit de Bering. Alors là, je te propose, Ophélie, de rentrer dans la civilisation des plaines, chez les Sioux, les Cheyennes, les Arikara. Ah, voici une magnifique cape. Ah, c'est une cape? Non, je n'ose pas parler des choses parce que je me trompe dans le... Non, on dit robe. Ah, pardon. C'est un manteau, mais on pourrait dire aussi bien une cape parce que ça a la forme d'une cape. Tu as raison. Et cet objet qui est fabriqué en peau de bison comporte l'effigie de l'animal sacré de l'Indien qu'il portait. Quelle espèce? C'est un ours, animal sacré par excellence, sous une grêle de balles, donc invulnérable. On peut imaginer que l'Indien qu'il portait, qui devait être un Arikara, Indien de cette région du Mississippi, ou bien un Sioux, s'appelait Standing Bear, ours debout, on peut le croire. Et il a la particularité intéressante de dater de 1840, c'est-à-dire avant la période des réserves. C'est donc un objet vraiment rare qui a appartenu à l'ancien conservateur du département d'ornithologie du musée Peabody, qui est le musée d'Harvard. C'est un petit monsieur qu'on voit sur les photographies avec une salopette un peu façon raisin de la colère, et qui avait toute sa vie rassemblé des objets. Alors, les boucliers, c'est toute une histoire. Les boucliers sont en... On dirait des galettes. Ça te paraît comme ça assez peu solide. Néanmoins, les boucliers étaient fabriqués en peau de bison, qui était durcie par un mélange d'eau, de feu, etc., et qui était quand même capable de résister à l'épreuve des flèches et de certaines balles de mousquet. Mais pour les Indiens, il y avait une toute autre protection beaucoup plus importante. C'était ces objets qui les protégeaient, ces objets sacrés, ce qui s'appelait leur médecine. Et donc, un jour, c'est une histoire extraordinaire, les marchands des trading posts, où l'on échangeait des objets contre de la fourrure, ont eu l'idée d'apporter aux Indiens des bons boucliers en métal qui étaient manufacturés en Angleterre ou sur la côte Est. Et ils avaient apporté des dizaines de boucliers qui n'ont jamais trouvé preneur. C'est un exemple d'un marketing totalement raté. Pour les Indiens, un bouclier, c'est un objet sacré comportant leur médecine et qui suffisait à protéger son possesseur contre la plupart des dangers. Et toi, si tu devais partir, quelle œuvre tu choisirais ici? C'est une question que je me pose chaque fois que je vais dans un musée. Virtuellement, je choisis toujours une œuvre. Je ne la prends pas. Ça pourrait être cette coiffe de 1870. Qui est magnifique. Qui est très transportable. Mais je choisirais le plus compliqué. Je choisirais cet objet. Je choisirais ce kayak du Groenland parce qu'il a tout pour moi. D'abord, il est d'une finesse extrême. C'est un sport merveilleux, on glisse sur l'eau. Et celui-là, il a la particularité d'avoir été restauré par moi, nettoyé, j'ai retrouvé la couleur, j'ai passé des journées à le caresser avec de la graisse de phoque pour lui donner cette allure. Et puis je l'ai complété peu à peu par des pièces que j'ai trouvées au fil du temps, en particulier ce dérouleur de harpon qui, tu vois, comporte des dessins, des sculptures en os et en ivoire marin qui représentent des phoques
et même là, probablement un orque. Et donc, ça, c'était fait pour porter chance. C'était beau, mais c'était aussi productif de chance. Et plus c'était beau, plus on avait l'espoir que les animaux se laisseraient prendre par quelque chose de magnifique. Le harpon, ici, avec son propulseur, le flotteur, qui est en fait un phoque, ici. C'est un objet qui me parle parce que je suis allé au Groenland, j'ai vu les derniers vestiges de ces objets, ça disparaît, c'est disparu complètement. Et c'est fondateur puisque c'est à partir de ces modèles qu'aujourd'hui on a des kayaks en carbone, en plastique, mais parce qu'on s'est inspiré de cet objet qui était à la fois pratique mais aussi un objet de survie et qui était beau. Au début, c'était probablement de posséder. Oui. Franchement, je pense que l'idée de posséder et ce que les autres n'avaient pas forcément était quelque chose de très flatteur. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il faut transmettre. Et ce qui m'intéresse dans chaque objet, c'est son histoire. Son histoire, l'histoire du collectionneur qui m'a précédé, sa situation dans l'espace, dans le temps et dans la civilisation dans laquelle il se trouve. Je crois que vraiment, je me suis amélioré comme collectionneur. Au début, j'étais très dans la possession. Aujourd'hui, je suis très dans la transmission. Très bien. J'espère que tu as bien organisé ta transmission de ton patrimoine artistique. Maintenant que je connais le fiscaliste, on va pouvoir le faire. Parce que tout à fait. Avant, je n'y pensais pas. C'est important aussi.